Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ma façon de travailler, c'est que quand je tombe sur une vidéo, je m'efforce vraiment de ne pas aller faire de recherche sur la personne, qui elle est, ce qu'elle a fait dans sa vie, sa chaîne YouTube, les vidéos dont elle traite, parce que comme ça, je trouve que ça me donne un terrain beaucoup plus neutre pour pouvoir traiter les propos qui sont donnés dans cette vidéo. Parce que oui, quand on veut analyser quelque chose, peu importe la personne qui donne les propos, ce qu'il faut analyser, c'est ce qui est dit. Une personne jugée horrible dans notre société pourrait parfois dire des choses cohérentes, ou un modèle de justesse et intellectuel peut parfois dire des bêtises. Et donc je pense que ça me permet d'avoir une meilleure neutralité dans mes analyses, de ne me concentrer que sur cette vidéo sans avoir de contexte. Alors par rapport à la vidéo qu'on va traiter aujourd'hui, n'hésitez pas à aller la regarder, elle dure 6 minutes, mais en gros c'est une personne qui nous lit et qui analyse à sa façon une étude scientifique qui essaye de traiter de l'impact d'une chirurgie de réassignation génitale pour les personnes trans. Donc je vous rappelle, en fait, c'est par exemple pour une femme trans qui est née probablement avec un pénis, de se faire construire un vagin, ou pour un homme trans, de se faire construire un phallus. Donc on appelle ça communément une phalloplastie, ou une vaginoplastie en principe. Donc c'est une étude qui a été publiée en 2020, et en fait, ils se sont produits l'intégralité du registre suédois de toute la population, à ce moment-là 9,7 millions, et ils ont trouvé dedans 2679 cas qui les intéressaient. Alors on va se lire ensemble le résultat de l'étude pour avoir une base. Par rapport à la population générale, les personnes avec un diagnostic d'incongruence ou on peut dire de dysphorie de genre, étaient environ 6 fois plus susceptibles d'avoir eu une visite de soins de santé pour troubles de l'humeur et de l'anxiété, plus de 3 fois plus susceptibles d'avoir reçu des ordonnances d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, et plus de 6 fois plus susceptibles d'avoir été hospitalisés après une tentative de suicide. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la visite pour des troubles de l'humeur et de l'anxiété, des ordonnances d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et des hospitalisations suite à des tentatives de suicide sont les seuls critères qu'ils vont utiliser dans l'étude. Les années écoulées depuis le début du traitement hormonal n'étaient pas significativement liées à la probabilité d'un traitement de santé mentale. Cependant, une augmentation du temps écoulé depuis la dernière chirurgie d'affirmation était associée à une réduction du traitement en santé mentale. Donc les personnes qui étaient opérées, globalement, allaient moins prendre de traitement pour des troubles anxieux. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'amélioration du tout retrouvée avec les traitements dits hormonaux. Je sais pas comment le mec peut balancer une telle phrase comme ça, sans aucune justification. Il va se procurer les détails d'une étude sur la transidentité pour nous procurer une analyse plus profonde, et derrière il nous sort ça comme ça, sans source, sans rien derrière. N'oubliez jamais que la preuve incombe à celui qui prétend. Notamment, je vous ai sélectionné 2 études qui disent pas du tout ce qu'il dit. Donc cette étude de 2019, qui est une méta-analyse de cette étude, qui comporte 552 individus en tout. Donc il y a bien cette phrase. En général, la certitude des résultats était faible à très faible en raison de problèmes d'imprécision. L'utilisation d'hormones sexuelles a été associée à une amélioration de la qualité de vie, à la dépression et au score d'anxiété. Il marque bien qu'aucune cause ne puisse être déduite, mais ça c'est fortement dû au fait que souvent dans une transition des personnes trans, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, et du coup quand ils parlent de facteurs d'imprécision, ils n'ont pas pu isoler à quel point les hormones avaient une incidence là-dessus par rapport à d'autres facteurs de transition. Mais ça change pas que les résultats sont en faveur d'une amélioration de la santé mentale. Cette deuxième étude de 2012, on est encore dans des études globalement récentes, sur 187 patients, donc c'est pas des cohortes énormes, mais ça reste quand même statistiquement intéressant à étudier. Donc là on a encore pareil cette phrase qui est là vraiment dans un souci de rigueur scientifique. Bien que les résultats ne démontrent pas de manière concluante un effet positif direct, néanmoins on a quand même les patients sous traitement hormonal présentaient une prévalence plus faible de ces symptômes que les patients qui n'avaient pas initié de traitement hormonal. Donc on parle de détresse sociale, d'anxiété et de dépression. Donc vous voyez, toutes les études nous montrent qu'on n'est pas à l'état de preuve absolue et que c'est pas démontré dans le cadre de la méthode scientifique de façon claire, mais quand même, dès qu'on étudie des personnes trans qui suivent un traitement hormonal, on a systématiquement en moyenne une augmentation du bien-être et une baisse des facteurs de dépression, d'anxiété. Et en plus, quand on les compare à des personnes qui ne suivent pas de traitement hormonal, on a une différence en faveur des personnes qui sont hormonées. Donc affirmer que les hormones n'ont aujourd'hui pas d'effet sur le bien-être des personnes trans, ça va à l'encontre de la tendance scientifique qu'on a aujourd'hui. Un an après l'opération, on passe de 43,5 à 36, donc c'est mieux. Enfin,
on passe de 43 à 36, enfin 45 à 36. Donc voilà, ok, c'est peut-être presque 10% de moins, même pas tout à fait. Bon, ça existe. Il y a que supérieur à 10 ans, la moyenne, on est à 21%. Donc je dirais qu'on commence à diviser par 2 un score déjà très élevé, de 45%. On divise par 2 ce score après plus de 10 ans. Et avant, on le baisse en gros de 10%. Donc c'est extrêmement faible, soyons clairs, c'est extrêmement faible comme effet malheureusement. Mais là, les pourcentages sont loin d'être faibles en termes de changement. Déjà, ce sont clairement des changements significatifs en termes scientifiques. Le rapport bénéfice-risque n'est pas en faveur du bénéfice, on baisse tellement peu les scores et le pourcentage de personnes déprimées que, est-ce que ça vaut vraiment le coup, d'accord ? Et ensuite, je suis pas sûr qu'il ait saisi l'intérêt et le but d'une réassignation génitale pour une personne trans. Pour lui, on dirait qu'il le voit comme ça. Je suis trans, je me sens mal, tiens, si j'essayais de modifier mon organe génital pour voir si je me sens mieux. C'est pas du tout ça la réalité de la réassignation génitale. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup, et même la majorité des personnes trans, gardent leur organe génital de naissance parce que oui, ce qu'on a dans notre pantalon ne reflète en rien notre identité de genre social. Ça a un intérêt dans l'intimité, mais pas du tout dans la façon dont les personnes dans la vie de tous les jours nous perçoivent. On peut être une femme accomplie, socialement très reconnue comme appartenant au genre féminin à tous les niveaux, et posséder un pénis. Et ensuite, les personnes trans qui vont décider de se faire opérer à ce niveau-là, c'est dans la très large majorité parce qu'elles présentent une dysphorie génitale. Donc en gros, elles ne tolèrent plus du tout leur organe génital. Et du coup, l'opération, elle se fait pas dans un but de vivre en paix avec le genre qu'on ressent. Elle se fait parce que, on n'a pas le choix, en fait, parce qu'on ne supporte plus ce qu'on a entre les jambes. Et ça ne regarde que la personne, voire éventuellement sa partenaire, mais c'est très rarement dans un but principalement social. C'est une opération qui se fait par nécessité et non par choix. C'est donc normal que cela ne change pas tout à la vie d'une personne trans. Une réassignation génitale peut nous permettre de se sentir mieux dans notre intimité et ne rien changer à la souffrance et à la détresse sociale que nous vivons. Une personne trans, suite à cette opération, peut être autant dépressive et autant suicidaire, mais ça n'enlèvera pas le fait que cette opération aura, dans la quasi-totalité des cas, enlevé une souffrance que vivait la personne. Lui, il serait prêt à regarder une personne trans dans les yeux et lui dire que ça vaudrait pas le coup de faire une réassignation génitale, même si la personne est obligée de se doucher dans le noir, n'ose plus se regarder dans la glace et s'interdit toute relation intime avec une personne parce qu'elle ne supporte plus son organe génital. Les statistiques, c'est bien, mais comprendre le phénomène qu'il y a derrière, ça me paraît être un plus un peu indispensable pour parler de ça. Je vous mets quand même 2 autres sources sur le sujet que la seule étude qui nous amène là. Donc là, c'est une étude qui a été faite sur plus de 40 ans aux Pays-Bas, qui est à ma connaissance la plus grande statistiquement parlant sur les chirurgies de réassignation génitale. Donc on est sur 6793 personnes, et nous avons dans les résultats 0,6% des femmes trans ont exprimé un regret et 0,3% des hommes trans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a les détails de ces regrets, très souvent, c'est parce qu'en fait les personnes sont insatisfaites du résultat, soit en termes visuels, soit en termes sensitifs. Mais c'est pas un regret d'avoir fait la démarche de faire l'opération. Et la phrase que je vais vous donner n'est pas scientifique, mais vous imaginez bien que les plus de 99% autres personnes qui n'ont pas exprimé de regret, elles sont pas toutes neutres par rapport à leur opération. Il y en a forcément qui sont satisfaites, et on sera à plus de 0,6 et 0,3%. Et je vous demande pas de me croire sur parole parce que je suis en train de me procurer cette étude à laquelle je dédierai une vidéo complète où on ira en détail creuser ce qu'on a sous les yeux. Et une deuxième étude beaucoup plus ancienne, faite sur 232 personnes, qui a été publiée en 2002, les participants ont déclaré en écrasante majorité qu'ils étaient satisfaits de leurs résultats, donc SRS c'est la chirurgie de réassignation génitale mais dit en anglais, et que ça avait grandement amélioré leur qualité de vie. On a apparemment quelques regrets occasionnels. Ah, et là on a ce que je vous ai dit juste avant, l'insatisfaction était le plus fortement associée à des résultats physiques et fonctionnels insatisfaisants de la chirurgie. Si vous prenez 1 million de personnes qui font 1m80 et 1 million de personnes qui font 1m80,5, eh bien, si vous mesurez tout le monde, vous allez trouver une différence significative. Et c'est vrai, il y a une différence significative entre faire 1m80 et 1m80,5. Eh bien tiens, faisons comme lui. Prenons un exemple d'1 million de personnes. Alors lui, il nous avait dit que passer de 45 à 21%, ça valait pas vraiment le coup. Eh ben, voyons ce que ça donne sur un exemple
d'1 million de personnes, comme il nous le propose ici. Du coup, sur 1 million de personnes qui feraient une réassignation génitale, 1 million de personnes trans, je précise, au bout d'un an, on aurait 90 000 personnes qui n'iraient plus consulter pour des troubles dépressifs et anxieux. Et on aurait 240 000 personnes en moins concernées au bout de 10 ans. Et lui nous sort comme ça que la différence est faible. Mais est-ce que pour autant cette différence elle est pertinente? Est-ce qu'il y a un intérêt à ça? Est-ce qu'il y a un intérêt à ça? Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un intérêt à comparer 20% de baisse de consultation pour des troubles anxieux au fait de faire 1m80 ou 1m80,5? C'est vrai, ça, on peut se demander, est-ce qu'il y a un intérêt? Je crois que la question, elle est vite répondue. C'est quelque chose qu'il faut discuter avec le patient. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut lui dire, pendant 10 ans, vous aurez peut-être 10% de baisse du risque d'être pris en charge pour une dépression ou un trouble de l'humeur. Moi, je crois que je vais émettre un avis, ce que je suis pas censé faire, mais j'espère vraiment qu'il est ni médecin, ni scientifique, parce que là, il nous a étalé le fait qu'il comprenait rien au sujet, et il a même pas tenu compte de ce qu'il vient de nous lire dans les changements statistiques. Donc lui, il serait prêt à sortir cette phrase à ses patients, après ce qu'on vient de voir là. Ah, si seulement il avait fait l'effort de remonter à la source de la source. Allez, ciao à tous!